Et si je vous disais que la dette publique moderne est née dans le sang des guerres, les impôts sur votre bière et une gigantesque arnaque boursière? Qui a vraiment payé la fortune de la South Sea Company? Les rois, les banquiers ou des millions d'anonymes? Jacques II, dernier Stuart catholique sur le trône, chancelle sous la rumeur des pas étrangers. Des voiles se profilent dans la brume de la mer du Nord. Guillaume d'Orange, prince venu des Provinces-Unies, s'avance, drapé dans la lumière pâle des canons silencieux. Il ne vient pas seul. Il porte avec lui l'ombre des parlements, les prières des propriétaires terriens, les calculs des marchands, l'attente d'un ordre nouveau. Alors, le Parlement se lève, il tranche. Il appelle Guillaume et Marie. Il n'élève pas un simple couple royal. Il érige un pacte, un serment, une limite. Le pouvoir qui se croyait absolu se retrouve pris dans la nasse des lois. En 1689, le Bill of Rights inscrit dans le marbre ce qui, hier encore, n'est qu'un murmure. Plus de taxes sans consentement, plus de dépenses sans regard. La main qui tient le sceptre ne gouverne plus seule la bourse du royaume. La Chambre des communes grossit son nombre. Elle discute, elle compte, elle exige. Les voix des comtés, de la gentry, des marchands de la city se nouent en un seul fil. Contrôler l'argent, c'est contrôler la guerre. L'Angleterre se forge alors un nouveau visage, celui d'un État fiscal militaire, tendu vers le conflit, nourri par l'impôt, vivant à crédit. Le destin du royaume se confond avec la capacité de lever des taxes, d'émettre des dettes, de nourrir des armées qui ne dorment plus. Car la guerre arrive, comme toujours. Elle se lève en 1689. Guerre de la Ligue d'Augsbourg. L'Europe se déchire. Louis XIV, roi soleil, étend ses rayons brûlants sur le continent. L'Angleterre, les Provinces-Unies, les États allemands lui font face. Il faut lever des régiments, armer des flottes, payer des alliés lointains dont les drapeaux claquent dans des langues étrangères. L'or file, goutte à goutte, des coffres du trésor vers des terres que les Anglais ne verront jamais. La paix revient un temps, trop courte. La guerre de succession d'Espagne reprend le flambeau en 1701. Encore des batailles, encore des mers traversées, encore des subsides versés à des princes et des électeurs, encore des navires chargés de canons glissant vers la Méditerranée et l'Atlantique. La machine de guerre tourne, et derrière elle, une autre machine, plus silencieuse, plus implacable, celle de la dette. Avant 1688, la dette publique ressemble à un ruisseau. Au début des années 1710, c'est un fleuve. 50-55 millions de livres environ gonflent la poitrine du royaume, comme un poids fixé à son cou. Une somme qui n'est plus abstraite. Elle se lit dans la fumée des batailles, dans les voiles qui pourrissent aux arsenaux, dans les bulletins de solde en retard, dans les marchés où la viande se fait plus chère. D'un côté, la dette flottante, courte, nerveuse. C'est le billet de l'échiquier qui promet un paiement demain. C'est la solde du soldat que l'on diffère, la facture de l'épicier qui nourrit la flotte, le contrat d'approvisionnement signé à la hâte au bord d'un campement. Ces sommes roulent comme des vagues, toujours à honorer, toujours à repousser. De l'autre côté, la dette consolidée, longue, lourde. Ce sont les rentes viagères, les tontines, les annuités et rentes perpétuelles qui se transmettent de génération en génération, s'inscrivent dans les testaments, se glissent dans les mains de veuves et d'orphelins. Là, le temps s'étire. L'État promet, à perpétuité parfois, un flot régulier d'intérêts. Au centre, le trésor cherche l'air. Il emprunte à Londres. Dans les ruelles serrées de la City, sous les enseignes des orfèvres banquiers, les coffres s'ouvrent et se referment. Les courtiers murmurent des chiffres. L'État n'est plus un roi qui commande par décret. Il devient un emprunteur qui négocie, qui séduit, qui cajole la confiance de ceux qui ont de l'or à prêter. Le royaume tisse un filet fiscal pour servir la dette qu'il a enfantée. Les droits de douane, customs, mordent les marchandises qui passent par les ports, tranchent une part de chaque tonne de sucre, de tabac, de soieries, de bois exotiques. Les droits d'accise, excises,
se glisse dans la chope de bière, dans le grain de sel, dans la fumée du tabac. La land tax, chaque année, vient frapper la terre, le champ, le domaine, rappelant à la gentry qu'elle partage le fardeau des canons. Même les loteries d'État deviennent instruments de ce grand montage. L'illusion d'un gain fulgurant contre la certitude, pour l'État, de fonds immédiats. À l'autre bout de la chaîne, certains recueillent ces gouttes transformées en rivières. Les souscripteurs de la dette, marchands au regard perçant, banquiers qui additionnent les intérêts, aristocrates prudents, veuves qui vivent d'une rente, orphelins dont le capital repose sur la foi publique. L'État lui-même profite. Il obtient tout de suite l'argent pour ses guerres, en étendant la main vers l'avenir, plutôt qu'en écrasant encore davantage les impôts directs au présent. Par la loi du Tonnage Act, un groupe de souscripteurs avance 1,2 million de livres au gouvernement. En échange, il obtient une charte, un privilège, le droit d'émettre des billets. Une nouvelle créature surgit, moitié privée, moitié publique, pivot entre le trésor et le marché. La Bank of England devient l'agent financier de l'État. Elle reçoit des fragments de la dette, légère. Elle émet des billets, promesses convertibles en or, qui commencent à circuler comme un second sang dans les veines de l'économie. Elle escompte les titres publics, leur donnant une vie seconde, une mobilité qui transforme les dettes en instruments de commerce. Autour d'elle, à Londres, un marché secondaire naît, dans l'étroite Change Alley. Les talis de l'échiquier, les billets, les annuités s'y échangent, leurs prix montent et descendent au rythme des nouvelles de guerre, des rumeurs de paix, des crises ministérielles. Les courtiers, les jobbers, donnent à la dette un prix de chaque jour. Ce n'est plus seulement un contrat figé, c'est un objet vivant, ballotté par la peur et l'avidité. Mais cette architecture a ses failles. L'État dépend des marchés. Si les cours tremblent, sa capacité à se financer chancelle. En temps de guerre ou de crise politique, les prix des titres vacillent. Les Tories, défenseurs farouches de la terre, de la gentry, regardent avec méfiance ces moneyed interests qui semblent dominer la city, ces hommes qui ne possèdent pas des champs mais des chiffres et tirent leur pouvoir non de la propriété foncière mais de la dette de l'État lui-même. Dans ce tourbillon, d'autres puissances surgissent. La East India Company règne déjà sur les mers d'Asie, portant dans ses cales épices, textiles, plus tard thé, mais aussi, de plus en plus, argent et crédit. Elle a une charte royale. Elle prête à l'État. Elle fait circuler des fortunes. La Banque d'Angleterre, jeune encore, se veut pivot du crédit public, mais elle doit compter avec ses compagnies par action qui avancent leurs propres pions. Une idée se dessine alors dans les coulisses du pouvoir. Utiliser ces compagnies comme grands vases pour absorber la dette publique. On leur donne des privilèges commerciaux. En retour, elles prennent sur leurs épaules des segments de la dette de l'État. Ce modèle, esquissé avec la East India Company, hante les couloirs de Westminster. Les Whigs, proches de la City, y voient un instrument. Les Tories, proches des campagnes, y voient une menace, une confusion entre intérêt public et appétit privé, entre État et spéculateurs. Par un Act of Parliament, on fonde cette compagnie des mers du Sud. Son visage officiel brille d'exotisme, monopoliser le commerce avec l'Amérique espagnole, conquérir le droit de fournir des esclaves africains aux colonies espagnoles, maîtriser un monde de ports lointains comme Portobello ou Veracruz. L'Asiento, ce contrat sinistre, plane déjà à l'horizon. On parle d'or, d'argent, de plantations, d'une promesse de richesse tropicale. Elle reçoit pour mission de reprendre une grande part de la dette flottante de l'État, près de 9 à 10 millions de livres. Les créanciers de l'État, ceux qui détiennent billets, arriérés de soldes, contrats de fourniture, obtiennent la possibilité d'échanger leurs créances incertaines contre des actions de la compagnie. En un geste, l'État transforme une dette courte, pressante, en dette consolidée. La compagnie, en retour, touche chaque année des intérêts du Trésor, garantis par des taxes spécifiques. Elle redistribue ces intérêts sous forme de dividendes à ses actionnaires. La magie opère. Ce qui était un chaos de billets à payer demain devient un flux régulier de revenus habillé du prestige d'une compagnie par action.
À qui tout cela profite-t-il ? Aux créanciers convertis en actionnaires, qui troquent l'inquiétude d'un paiement différé contre l'espérance de dividendes et de plus-value. Aux dirigeants et promoteurs politiques de la compagnie, qui se placent au centre d'un nouvel univers de pouvoir. Au gouvernement, qui respire enfin, voyant la pression de la dette flottante s'alléger, transformée en une rente consolidée à plus long terme. Mais dès la naissance, le doute habite la créature. Les profits réels à tirer d'un commerce avec l'Amérique espagnole sont incertains. Les Espagnols toléreront-ils cette intrusion anglaise ? La compagnie dépend, en vérité, beaucoup plus de la rente que l'État lui verse que de l'or des tropiques. Sa puissance repose sur la confiance des porteurs de titres, sur la certitude que le Trésor continuera à payer, que les impôts continueront à tomber. En 1713, à Utrecht, l'illusion devient contrat. La guerre de succession d'Espagne se clôt et, autour des tables de négociation, la Grande-Bretagne arrache 2 trophées qui semblent magnifiques. L'Asiento de Esclavos pour 30 ans, accordé à la South Sea Company, lui ouvre la traite des esclaves vers les colonies espagnoles. On y associe, parfois, la couronne espagnole elle-même, parfois l'appui logistique de l'East India Company. Un navire annuel de 500 tonnes peut aussi, théoriquement, accoster à Portobello ou Veracruz, chargé de marchandises licites et de contrebande occulte. La compagnie met donc en place quelques comptoirs, quelques opérations. Des navires partent, chargés de corps enchaînés. Des livres de comptes consignent des cargaisons, des bénéfices, des pertes. Mais lorsque l'on parcourt les chiffres, un constat s'impose. Les revenus commerciaux sont loin, très loin, des rêves qui avaient justifié tant de discours. Les années passent. La forme du royaume se fige autour de ce système. Vers 1718-1719, la dette publique totale plane toujours autour de 50 à 55 millions de livres. La South Sea Company détient déjà une partie importante de cette montagne sous forme de rentes à long terme. Le reste se disperse comme des étoiles, annuités, loteries d'État, rentes diverses, entre les mains d'une foule de rentiers. Un nouveau roi est monté sur le trône en 1714, Georges Ier, venu de Hanovre. Avec lui, les Whigs dominent le gouvernement. Ils ont un objectif clair, réduire le coût de cette dette, en baisser les intérêts, simplifier son enchevêtrement, apaiser un système financier secoué par les dernières années du règne d'Anne et par les tensions de la succession. Dans la City, la spéculation s'intensifie. Les actions se négocient avec fièvre. Les rentes changent de main à une vitesse nouvelle. Au centre de ce tourbillon, un homme et une compagnie avancent leurs pièces. John Blunt, ancien orfèvre banquier, se tient désormais au gouvernail de la South Sea Company. Blunt comprend la faim du gouvernement, la soif du marché, la fatigue des rentiers dispersés. Il voit la compagnie comme un instrument unique, un levier, un engrenage capable de transformer l'ensemble de la dette en un grand bloc sous une seule bannière, celle des mers du Sud. À la veille de 1719, le décor est planté. Un État lourdement endetté, un outil financier prêt à s'étendre. Un marché londonien chauffé à blanc par les jeux sur les actions et les titres. Une compagnie qui n'a pas tenu ses promesses commerciales, mais qui tient fermement les fils de la dette. Alors naît le projet qui va tout bouleverser. La South Sea Company se propose de reprendre une part immense de la dette nationale restante. Elle ne veut plus seulement absorber la dette flottante, elle veut la totalité, ou presque, des rentes qui pèsent sur le royaume. En échange, elle promet des actions. En échange, elle offre au gouvernement la perspective d'une dette unifiée, rationalisée, portant un taux d'intérêt plus bas. Elle promet aux porteurs de rente la possibilité d'abandonner leurs créances fixes pour se lancer dans un titre qui, croit-on, ne peut que monter. Dans les couloirs du Trésor, dans les salles du Parlement, les négociations commencent. John Aislaby, chancelier de l'Échiquier, écoute. Les Whigs pèsent les risques, regardent la Banque d'Angleterre préparer un plan concurrent. Les Tories, les méfiants, murmurent les dangers. Mais la promesse est éclatante. Alléger le fardeau des intérêts, clarifier le paysage de la dette,
flatter aussi les espoirs d'enrichissement de ceux qui échangeront leur rente contre des actions. Derrière ces murs, à Londres, dans la boue des rues, des milliers de vies attendent sans le savoir le choc qui vient. Les rentiers, petits et grands, ignorent qu'ils s'approchent du bord d'un gouffre scintillant. Les contribuables, qui paient déjà en silence, ne voient pas encore que la charge qu'ils portent va servir d'aliment à une fièvre qu'ils ne contrôlent pas.